Dans une salle d'audience nichée au cœur de Paris, où les rayons pâles des néons dansaient sur les panneaux de bois patinés par le temps, un ricanement discret perça le silence comme une aiguille fine. L'officier de police Martin, nonchalamment adossé au fond de la salle, murmura à son collègue Leclerc, un sourire narquois aux lèvres. « Regarde ce type en costume, encore un qui se prend pour un grand avocat. » Ses yeux se plissèrent, chargés d'une condescendance qui ne naissait pas de la raison, mais d'un préjugé ancré, aussi vieux que les murs de cette salle solennelle. L'homme qu'il visait, Jean-Marc Fournier, un grand homme noir vêtu d'un costume gris anthracite si parfaitement taillé qu'il semblait cousu sur lui, avançait avec une démarche mesurée mais assurée. Ses chaussures, polies à la perfection, scintillaient sous les lumières artificielles, et son visage demeurait impassible, presque sculpté dans un calme et indéchiffrable. Ses mains, jointes devant lui, semblaient porter un poids invisible, comme si chaque pas qu'il faisait dans cette salle était chargé d'une intention plus grande que lui. Il traversa l'allée centrale, ignorant les murmures et les regards, pour s'asseoir au 3e rang, au centre, un siège que n'importe qui aurait pris sans attirer l'attention. Mais sa peau, dans ce lieu où les apparences dictaient trop souvent les jugements, faisait de lui une anomalie aux yeux de Martin et Leclerc. Pour eux, il n'était pas un homme, mais une silhouette, une idée préconçue, un noir dans une salle d'audience, probablement un parent ou un curieux jouant à l'important. Ils ne voyaient de pas l'homme, ils voyaient une histoire déjà écrite dans leurs esprits, et c'était là leur première erreur, celle qui allait bientôt les confronter à une vérité qu'ils n'avaient pas anticipée. L'air dans la salle était lourd, saturé d'une tension qui semblait vibrer dans les murs eux-mêmes. Dehors, les caméras des journalistes s'agitaient comme des abeilles autour d'une ruche, les micros se tendaient, et les gros titres étaient déjà esquissés dans les carnets des reporters, un jeune noir jugé pour agression sur policier. Le procès d'Antoine Dubois, un étudiant de 20 ans, était au centre de cette tempête médiatique. Assis à la table de la défense, Antoine semblait écrasé par un fardeau invisible. Ses épaules voûtées trahissaient non pas la culpabilité, mais l'épuisement d'un jeune homme dont l'existence avait été réduite à une accusation. Ses yeux, sombres et fatigués, portaient les traces d'une lassitude qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil, mais tout avec le fait d'être perçu comme une menace avant même d'être vu comme un être humain. Ses mains, crispées sur ses genoux, semblaient s'accrocher à ce qui restait de sa foi en un système qu'il avait déjà jugé avant le premier coup de marteau du juge. Derrière lui, sa mère, Madame Dubois, une femme aux traits marquées par l'inquiétude, serrait un chapelet entre ses doigts, ses lèvres murmurant des prières inaudibles, comme si chaque mot qu'elle prononçait pouvait tisser une armure autour de son fils. Ses yeux ne quittaient pas Antoine, et à chaque fois qu'il respirait, elle semblait retenir son souffle, comme si elle voulait absorber sa douleur dans ses propres poumons. À quelques rangs de là, Claire, une jeune journaliste au regard vif et déterminé, griffonnait frénétiquement dans son carnet. Ses lunettes glissaient sur son nez, mais elle ne s'en souciait pas, absorbée par le besoin de capturer chaque détail de cette scène. La veille, elle avait reçu un courriel anonyme, envoyé depuis une adresse jetable. Creusez plus loin. La vérité n'est pas dans le dossier officiel. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, la poussant à observer chaque geste, chaque regard, à la recherche d'un indice qui pourrait transformer cette affaire en quelque chose de plus grand qu'un simple procès. Les officiers de Martin et Leclerc, eux, étaient l'image même de l'assurance. Assis côte à côte, leurs uniformes impeccables, ils échangeaient des regards complices, ponctués de rires étouffés. Pour eux, ce procès était une formalité, une histoire déjà écrite. Ils lançaient des coups d'œil moqueurs vers Jean-Marc, toujours immobile au 3e rang. Il a répété sa démarche devant un miroir, « Tu crois ?» chuchota Leclerc, provoquant un rictus chez Martin. Ils ne remarquèrent pas le léger trouble de l'avocate de l'accusation, une femme aux cheveux tirés en chignon strict, lorsqu'elle croisa le regard de Jean-Marc. Ils ne virent pas non plus le discret hochement de tête du juge, une femme d'âge mûr à l'air fatigué mais alerte, en direction de l'homme en costume. Ils ignorèrent le changement subtil dans la posture du greffier, ou le regard furtif d'Étienne, l'assistant de la défense, un jeune homme aux lunettes rondes et à l'air nerveux, qui semblait savoir quelque chose que les autres ignoraient. Pour Martin et Leclerc, Jean-Marc n'était qu'un intrus, un homme qui n'avait pas sa place dans cette salle où tout semblait déjà décidé. Le procès débuta dans un silence tendu, brisé seulement par le bourdonnement des néons et le froissement des papiers. L'accusation,
mené par une avocate à la voix claire et tranchante, peignit un portrait d'Antoine comme un jeune homme agressif, désobéissant, une menace pour la sécurité publique. Martin monta sur le banc des témoins, son ton assuré, presque théâtral, comme s'il avait répété ces mots des dizaines de fois dans d'autres salles d'audience. Il nous a ignorés, déclara-t-il, les yeux fixés droit devant lui. Il avait l'air suspect, il bougeait trop vite. Nous avons dû intervenir pour notre sécurité. Pas de bleu sur les officiers, pas de visites à l'hôpital, pas de vidéos de caméras corporelles, égarées, selon leur dire. Juste un rapport écrit, une pile de documents soigneusement agencés, et une histoire qui semblait trop familière, trop bien rodée. La défense, menée par un avocat surmené, les cernes creusées sous les yeux, tenta de rétablir la vérité. Antoine, expliqua-t-il, portait des écouteurs, plongé dans sa musique, rentrant chez lui après une longue soirée d'études. Il n'avait pas entendu les ordres des officiers. Quand il les avait enfin remarqués, il avait levé les mains, déclarant « Je ne suis pas armé ». Mais ils l'avaient plaqué au sol, leurs genoux s'enfonçant dans son dos, leur voix criant des ordres qu'il n'avait plus le temps de comprendre. Dans la salle, l'atmosphère changeait subtilement. Les mots de l'avocat de la défense, bien que fatigués, portaient une vérité qui pesait sur les consciences. Les spectateurs, un mélange de curieux, de proches et de journalistes, commençaient à détourner leur regard vers Jean-Marc. Même Antoine, dans un instant de répit, tourna la tête vers le troisième rang, comme attiré par une présence qu'il ne pouvait expliquer. Madame Dubois, son chapelet toujours serré entre ses doigts, murmura une prière plus fervente, comme si elle sentait que quelque chose d'important allait se produire. Claire, elle, notait chaque détail, son stylo grattant le papier avec une urgence croissante. Le courriel anonyme résonnait dans sa tête, et elle scrutait Martin, cherchant dans son comportement un signe de la vérité cachée. Étienne, de son côté, échangeait des regards avec l'avocat principal, comme s'ils partageaient un secret qui n'avait pas encore été révélé. Lorsque le juge, d'une voix ferme mais lasse, annonça une pause, la salle sembla expirer un souffle retenu trop longtemps. Les spectateurs se levèrent, s'étirèrent, se dirigèrent vers les couloirs pour un café ou une cigarette. Mais Jean-Marc ne bougea pas tout de suite. Il resta assis un instant, ses yeux fixés sur Antoine, puis sur les officiers, comme s'il pesait chaque détail de cette scène. Puis, lentement, il se leva. Ce simple geste fit frémir l'air, comme si la salle entière retenait son souffle. Les murmures s'éteignirent. Les regards convergèrent. Claire, son carnet à la main, sentit son cœur s'accélérer. Madame Dubois cessa de prier, ses yeux fixés sur l'homme en costume. Même Martin et Leclerc, pour la première fois, semblèrent déstabilisés, leur sourire s'effaçant légèrement. Jean-Marc s'avança vers le banc du juge, ses pas mesurés résonnant dans le silence. Il s'arrêta, droit, imposant, mais sans arrogance. « Puis-je m'adresser à la cour ?» demanda-t-il, sa voix grave et chaude, comme une vague qui s'écrase doucement mais avec force. Le juge, qui jusque-là avait présidé avec une neutralité presque mécanique, redressa légèrement les épaules. Un sourire rare, presque imperceptible, passa sur son visage. « Bien sûr, directeur Fournier, répondit-elle, et ce fut comme si un éclair avait traversé la salle. Un murmure collectif s'éleva, un mélange de surprise et d'incrédulité. Martin pâlit, son assurance s'effritant comme du sable. Leclerc laissa tomber son stylo, qui roula sous son siège. Claire, dans un coin, griffonna à la hâte. Directeur de la police nationale. L'homme qu'ils avaient moqué, qu'ils avaient réduit à une caricature, n'était pas un simple spectateur. Il était une autorité, une voix, une présence qui allait tout changer. Et dans cet instant, alors que la salle retenait son souffle, il devint évident que ce procès ne serait pas seulement celui d'Antoine Dubois, mais celui d'un système tout entier, confronté à la vérité qu'il avait trop longtemps ignorée. Jean-Marc Fournier se tenait au centre de la salle d'audience, sa silhouette imposante mais étrangement apaisante, comme un phare dans une tempête. Sa voix, grave et mesurée, résonna dans le silence épais qui avait suivi la révélation de son identité. « Je m'appelle Jean-Marc Fournier, directeur de la police nationale », commença-t-il,
et chaque mot semblait peser comme une pierre jetée dans un lac immobile, créant des cercles qui s'élargissaient jusqu'à toucher chaque personne présente. Mais je ne suis pas ici en tant que directeur. Je ne suis pas ici pour brandir un titre ou une autorité. Je suis ici en tant qu'homme noir en France, parce que lorsque j'ai lu le dossier de cette affaire, j'ai vu une histoire qui m'est douloureusement familière. Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle, s'arrêtant un instant sur Antoine Dubois, dont les mains tremblaient légèrement sur la table de la défense, puis sur les officiers Martin et Leclerc, dont l'arrogance semblait s'effriter comme un masque mal ajusté. J'ai vu des incohérences, des caméras absentes, des récits qui se contredisent. J'ai vu un jeune homme criminalisé non pour ce qu'il a fait, mais pour ce que d'autres ont supposé de lui. Sa voix ne s'élevait pas, elle s'enfonçait, profonde, dans les consciences de ceux qui l'écoutaient. Il raconta alors, sans colère mais avec une clarté implacable, les moments où il avait lui-même été suivi dans les grands magasins parisiens, où des regards méfiants l'avaient traqué dans les rues pavées de Saint-Germain, où des armes avaient été pointées sur lui lors d'un jogging matinal dans un parc tranquille. La seule différence entre Antoine Dubois et moi, dit-il, son regard fixé sur les officiers, c'est ce costume. Et un titre que j'ai dû gagner 2 fois plus durement pour être écouté une fois. Ces mots, simples mais lourds, tombèrent comme une vérité qu'on ne pouvait ignorer. Dans la salle, le silence devint plus dense, presque palpable, comme si l'air lui-même s'était figé pour absorber l'impact de ce qu'il venait de dire. À la table de la défense, Antoine, les yeux écarquillés, semblait suspendu entre l'incrédulité et une lueur d'espoir qu'il n'osait pas encore embrasser. Sa mère, Madame Dubois, serrait son chapelet si fort que ses jointures blanchissaient, ses lèvres immobiles pour la première fois depuis le début du procès, comme si les mots de Jean-Marc avaient remplacé ses prières. À quelques rangs de là, Sophie, la petite amie d'Antoine, une jeune femme aux cheveux bouclés et au regard déterminé, tenait son téléphone si fermement que ses doigts tremblaient. Depuis des semaines, elle s'était battue dans l'ombre, contactant des témoins, fouillant les réseaux sociaux, cherchant désespérément un moyen de prouver l'innocence de l'homme qu'elle aimait. Lors de la pause, elle s'était approchée d'Étienne, l'assistant de la défense, un jeune homme aux lunettes rondes et à l'air perpétuellement nerveux, pour lui glisser un fichier numérique. C'est une vidéo, avait-elle murmuré, sa voix tremblante mais résolue. Un passant l'a filmé ce soir-là. Ce n'est pas très net, mais on voit qu'Antoine a levé les mains. Étienne, dont les yeux s'étaient illuminés comme s'il venait de trouver une clé dans un labyrinthe, avait transmis le fichier à l'avocat principal, un homme épuisé mais tenace nommé Maître Lefebvre. Ce dernier, en découvrant les images floues mais révélatrices, avait senti un frisson d'espoir. La vidéo montrait Antoine, ses écouteurs pendants autour de son cou, levant les mains face à 2 officiers qui avançaient rapidement, leur posture menaçante. Puis, en un instant, il était à terre, plaqué par Martin et Leclerc, sans raison apparente. Cette preuve, bien que fragile, était un éclat de vérité dans un dossier construit sur des ombres. Pendant ce temps, Claire, la jeune journaliste, était dans le couloir de la salle d'audience, son carnet à la main, son esprit en ébullition. Le courriel anonyme qu'elle avait reçu la veille continuait de la hanter. Creuser plus loin. Elle avait passé la nuit à fouiller des archives en ligne, à contacter d'anciens collègues de Martin, et elle avait découvert quelque chose. Martin avait été signalé à 2 reprises pour usage excessif de la force dans des affaires impliquant des jeunes issus de minorités. Ces plaintes, bien que classées sans suite, laissaient une trace, une fissure dans le vernis de son autorité. Claire savait que son article pouvait changer la donne, mais elle devait être prudente. Elle retourna dans la salle, son regard passant de Jean-Marc à Antoine, puis aux officiers. Elle nota l'expression crispée de Martin, qui évitait désormais de croiser les yeux de quiconque, et la posture raide de Leclerc, comme s'il sentait le sol se dérober sous lui. Claire griffonna une phrase dans son carnet. Quand la vérité parle, le silence devient un accusé. Elle savait que l'intervention de Jean-Marc n'était pas qu'un discours, c'était une déflagration, un moment qui allait redéfinir ce procès, et peut-être bien plus. Lorsque la cour reprit, l'atmosphère avait changé. Les mots de Jean-Marc avaient planté une graine de doute,
et la vidéo présentée par Maître Lefebvre et amplifia ce trouble. L'avocat, galvanisé par cette nouvelle preuve, interrogea Martin avec une précision chirurgicale. « Expliquez-nous, officier, dit-il, sa voix calme mais tranchante, pourquoi vous avez plaqué un jeune homme qui levait les mains et criait qu'il était désarmé ?» Martin, sur le banc des témoins, bafouilla, son assurance érodée. Il avait l'air menaçant. Répéta-t-il, mais ses mots sonnaient creux, comme un refrain usé. Leclerc, appelé à son tour, tenta de renforcer le récit de son collègue, mais ses réponses étaient hésitantes, ses yeux fuyants. La vidéo, bien que de mauvaise qualité, montrait une vérité que leurs mots ne pouvaient effacer. Antoine n'avait pas résisté, il n'avait pas attaqué. Il avait obéi, et pourtant il avait été brutalisé. Dans la salle, les spectateurs étaient suspendus à chaque échange. Madame Dubois, les larmes aux yeux, semblait enfin respirer, comme si elle voyait pour la première fois une lueur au bout du tunnel. Sophie, assise à côté d'elle, serrait sa main, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Étienne, à la table de la défense, ajustait nerveusement ses lunettes, mais un sourire discret se dessinait sur son visage. Il savait que cette vidéo, combinée à l'intervention de Jean-Marc, changeait la dynamique du procès. Même le juge, d'ordinaire impassible, semblait plus attentive, son regard passant de la vidéo aux officiers avec une intensité nouvelle. Claire, quant à elle, écrivait à toute vitesse, capturant chaque détail, chaque mot, chaque silence. Elle savait que ce procès ne se limitait pas à Antoine. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, d'un système confronté à ses propres failles, d'une société forcée de regarder ses préjugés en face. À la fin de la journée, alors que le juge annonçait d'une nouvelle pause, Jean-Marc s'approcha d'Antoine, loin des regards indiscrets des journalistes et des spectateurs. Sophie et Madame Dubois s'étaient éloignées pour parler à Maître Lefebvre, laissant Antoine seul un instant. Jean-Marc posa une main légère sur son épaule, un geste simple mais chargé de sens. « Tu n'es pas invisible, dit-il doucement, sa voix comme un baume. Tu comptes, Antoine. Ne laisse personne te réduire à une accusation. Tu es plus grand que ça. » Antoine, les yeux humides, hocha la tête, incapable de trouver les mots. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de reconnaissance. Sophie, qui les observait de loin, sentit ses propres larmes monter. Elle savait que ce moment, cette rencontre, resterait gravée dans la mémoire d'Antoine pour toujours. Dans le couloir, Claire tapa un brouillon d'article sur son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Elle voulait que le monde sache ce qui s'était passé dans cette salle, pas seulement le discours de Jean-Marc, mais l'histoire d'Antoine, un étudiant qui aimait Victor Hugo et rêvait d'enseigner, un jeune homme dont la vie avait été bouleversée par une accusation injuste. Elle interviewa Sophie, qui parla avec une émotion brute de la peur d'Antoine, de son amour pour la littérature, de ses nuits passées à réviser pour ses examens. Ces détails, humains, rendaient l'histoire universelle, et Claire savait que son article ne serait pas seulement un reportage, mais un appel à l'action. Elle envoya un message à son rédacteur en chef. C'est plus qu'un procès. C'est un tournant. Alors que la salle d'audience se vidait, l'écho des mots de Jean-Marc continuait de résonner, comme une vague qui n'avait pas fini de s'étendre, prête à changer tout ce qu'elle toucherait. Le silence dans la salle d'audience était si dense qu'il semblait presque tangible, comme une brume épaisse suspendue au-dessus des têtes. Lorsque le jury revint, après une délibération qui n'avait duré qu'1 heure et 37 minutes, chaque pas des jurés résonnait comme un écho dans une cathédrale vide. La présidente du jury, une femme d'âge mûr aux lunettes cerclées d'acier et à l'expression solennelle, se leva, tenant un feuillet entre ses mains. Tous les regards convergèrent vers elle, mais aucun ne pesait aussi lourd que celui d'Antoine Dubois, assis à la table de la défense, ses mains crispées sur ses genoux, son souffle suspendu. Sa mère, Madame Dubois, serrait son chapelet si fort que les perles semblaient prêtes à se briser, ses lèvres immobiles, figées dans une prière inachevée. Sophie, à ses côtés, tenait sa main, ses yeux brillants d'une angoisse contenue mais d'un espoir tenace. Claire, la journaliste, griffonnait dans son carnet, son stylo tremblant légèrement sous l'adrénaline. Jean-Marc Fournier, toujours au 3e rang, restait impassible, ses mains jointes,
son regard fixé non pas sur le jury, mais sur Antoine, comme s'il voulait ancrer le jeune homme dans ce moment crucial. La présidente du jury s'éclaircit la gorge, sa voix claire et ferme brisant le silence. Sur le chef d'accusation d'agression sur officier de police, non coupable. Sur le chef d'accusation de résistance à l'arrestation, non coupable. Un souffle collectif traversa la salle, pas une explosion de bruit, mais une expiration profonde, comme si la pièce entière avait retenu son souffle pendant des heures. Madame Dubois éclata en sanglots, un mélange de soulagement et de douleur accumulée, ses larmes tombant sur le chapelet qu'elle serrait encore. Sophie enlaça Antoine, qui restait figé, comme s'il n'osait pas croire que la justice, pour une fois, l'avait vu, l'avait entendu. Étienne, l'assistant de la défense, ajusta ses lunettes, un sourire discret éclairant son visage fatigué. Claire, dans un coin, cessa d'écrire, ses yeux embués, mais son esprit déjà en train de composer les premières lignes de son article. Jean-Marc, lui, ne bougea pas, mais un éclat dans ses yeux trahissait une satisfaction tranquille, celle d'un homme qui savait que ce moment n'était pas seulement une victoire pour Antoine, mais une fissure dans un système bien plus vaste. Dehors, le parvis du tribunal était un chaos organisé. Les caméras des journalistes s'agitaient, les flashs perçaient l'obscurité naissante du soir, et les micros se tendaient vers quiconque sortait de la salle. Le discours de Jean-Marc, capturé par un spectateur sur son téléphone, avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux, partagé et repartagé sous le hashtag #La justice pour Antoine. Les gros titres s'écrivaient presque d'eux-mêmes. Un directeur de la police nationale secoue le système judiciaire. Claire, au milieu de la foule, envoyait des messages frénétiques à son rédacteur en chef, tout en prenant des notes sur l'ambiance électrique qui régnait. Elle avait publié un premier article en ligne pendant la pause, révélant les antécédents de l'officier Martin et les incohérences dans le dossier de l'accusation. L'article, repris par les grands journaux nationaux, déclenchait déjà des débats en ligne, des discussions dans les cafés parisiens, et même des murmures dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Mais Claire ne s'arrêtait pas là. Le courriel anonyme qu'elle avait reçu avant le procès l'avait mené à un ancien collègue de Martin, un officier à la retraite qui, sous couvert d'anonymat, avait confirmé que Martin avait été impliqué dans plusieurs incidents similaires, tous étouffés par la hiérarchie. Claire savait que son prochain article ne serait pas seulement un compte-rendu du procès, mais un appel à une réforme profonde des pratiques policières. Elle interviewa Sophie à la sortie du tribunal, capturant l'émotion brute de la jeune femme lorsqu'elle décrivit Antoine, non pas comme un accusé, mais comme un étudiant passionné par la littérature, un fils aimant, un homme qui rêvait d'enseigner. Ces détails, humains et universels, donnaient à l'histoire une portée qui dépassait les murs du tribunal. À l'intérieur de la salle, désormais presque vide, Jean-Marc s'approcha d'Antoine et de sa mère, qui se tenaient près des marches, entourés mais seuls dans leur bulle de soulagement. Les caméras s'étaient éloignées, les journalistes cherchant d'autres angles, d'autres voix. Jean-Marc, sans un mot superflu, tendit la main à Antoine. « Merci, monsieur », murmura le jeune homme, sa voix brisée par l'émotion, ses yeux brillants. « Vous n'aviez pas à faire ça. » Jean-Marc secoua la tête, un sourire doux mais ferme sur les lèvres. « Si, Antoine. Je devais le faire. Parce qu'un jour, ce sera à ton tour de le faire pour quelqu'un d'autre. » Ces mots, simples mais lourds, restèrent en suspendus dans l'air. Madame Dubois, les larmes coulant encore sur ses joues, murmura « Dieu vous bénisse » à peine audible. Sophie, à côté, nota mentalement ces paroles, sachant qu'elles deviendraient un mantra pour Antoine, un rappel qu'il n'était pas seulement une victime, mais un porteur d'espoir. Jean-Marc ne s'attarda pas. Il s'éloigna discrètement, évitant les micros et les caméras, fidèle à son habitude de laisser ses actes parler plus fort que ses mots. Pendant ce temps, dans un bureau discret d'un commissariat parisien, l'officier Martin posait son insigne sur une table en bois usé. Il n'offrit ni excuse ni explication, juste un long regard à ce symbole qu'il avait porté avec tant d'assurance. Puis il quitta la pièce, ses pas lourds résonnant dans le couloir vide. Leclerc, de son côté, ne démissionna pas immédiatement, mais il ne retourna pas sur le terrain. Suspendu dans l'attente d'une enquête interne, il passait ses journées dans un silence inhabituel, hanté par le regard de Jean-Marc dans la salle d'audience. Pour la première fois de sa carrière,
ses plaisanteries, ses sourires narquois, n'avaient pas trouvé d'écho. Il avait été vu, jugé, non seulement par le tribunal, mais par une nation entière. Un jeune officier, Paul, qui avait assisté au procès en tant que spectateur, ne pouvait s'empêcher de revoir la vidéo du discours de Jean-Marc. Paul, à peine 25 ans, avait grandi dans une banlieue où la méfiance envers la police était une seconde nature. Il avait rejoint les forces de l'ordre avec l'espoir de changer les choses de l'intérieur, mais les attitudes de collègues comme Martin et Leclerc l'avaient souvent découragé. Ce jour-là, dans la salle d'audience, il avait vu autre chose, une possibilité. Il rédigea une lettre à son supérieur, demandant à participer à une formation sur les biais implicites. « Je ne veux pas être comme eux », écrivit-il, les mots tremblant sur la page. Cette lettre, bien que jamais envoyée, marqua un tournant dans son esprit. Antoine, libéré, ne retrouva pas immédiatement une vie normale. Les nuits restaient hantées par le souvenir des menottes froides, des cris des officiers, de la peur qui avait serré sa poitrine comme une seconde prison. Mais quelque chose avait changé. Il marchait plus droit, non pas parce qu'il se sentait invincible, mais parce que quelqu'un comme Jean-Marc l'avait regardé et lui avait dit « Tu n'es pas invisible ». Encouragé par Sophie, il commença à écrire, d'abord un blog où il racontait son expérience, puis des articles pour des journaux locaux sur la justice, l'équité et le poids du silence. Un jour, il reçut un courriel d'une lycéenne de Lyon, « J'ai vu votre histoire, et celle de l'homme qui s'est levé pour vous. Je veux devenir avocate pour défendre des gens comme vous. » Antoine relut ce message plusieurs fois, puis le sauvegarda dans un dossier qu'il nomma « Espoir ». Ce simple mot, écrit par une inconnue, devint une encre, un rappel qu'il n'était pas seul. À Paris, Jean-Marc retourna à son bureau au siège de la police nationale. Les murs de son bureau, ornés de quelques photos et distinctions, semblaient trop petits pour contenir l'impact de ce qu'il avait fait. Il ne parlait pas du procès dans ses réunions, ne l'évoquait pas dans ses rapports. Mais il ajouta une ligne à un projet de directive interne. La justice ne se restaure pas dans le silence. Elle commence avec ceux qui osent dire « Je vous vois ». Sur son bureau, il conservait une photo, non pas de lui-même, mais d'Antoine, prise juste après le verdict, alors qu'il levait les yeux, un mélange d'espoir et d'incrédulité dans le regard. Jean-Marc comprenait ce regard, car il l'avait porté lui-même, des années plus tôt, lorsqu'il avait dû prouver, encore et encore, qu'il méritait sa place dans un monde qui le voyait d'abord comme une menace. Quelques mois plus tard, l'écho de ce procès continuait de résonner. Le discours de Jean-Marc avait dépassé les 20 millions de vues, partagées dans les salles de classe, les commissariats, les cuisines où les familles parlaient à voix basse du monde dans lequel leurs enfants grandissaient. Une école de police à Bordeaux intégra ces mots dans un module de formation sur les biais implicites. Une mère à Marseille imprima une citation de son discours, « Tu n'es pas invisible », et l'accrocha au-dessus du lit de son fils. Claire, de son côté, devint une voix incontournable dans le débat sur la réforme policière. Son article, publié dans un grand quotidien, déclencha une enquête officielle sur les pratiques de certains commissariats parisiens. Elle accrocha une photo dans son bureau. Jean-Marc et Antoine, sur les marches du tribunal, échangeant un regard qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Car dans une nation façonnée par les voix, celles qu'on entend le moins sont souvent celles qui résonnent le plus loin. L'histoire de l'écho de la justice est bien plus qu'un récit fictif, elle est un miroir tendu à la société, révélant des vérités inconfortables sur les préjugés, l'injustice et le pouvoir des voix qui osent briser le silence. En tant que spectateur de cette histoire, je me suis senti profondément ému par la manière dont elle capture les nuances de la condition humaine, en particulier dans un contexte français où les questions de justice sociale et d'égalité résonnent avec force. À travers les personnages d'Antoine Dubois, Jean-Marc Fournier et les autres, cette histoire nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre les discriminations et à la responsabilité collective de construire une société plus juste. Tout d'abord, l'histoire d'Antoine m'a touché par sa simplicité et son universalité. Ce jeune étudiant, accusé à tort, incarne une réalité que beaucoup vivent en France, être jugé non pas pour ses actes, mais pour son apparence. Sa peur, son silence, sa résilience face à un système qui semble déjà l'avoir condamné m'ont rappelé combien il est facile de réduire une personne à un stéréotype.
En France, où l'idéal républicain d'égalité est un pilier, cette histoire met en lumière les écarts entre les principes et leur application. Elle m'a fait réfléchir à mes propres biais, à la manière dont, parfois inconsciemment, je peux juger quelqu'un sur son apparence ou son origine. La leçon ici est claire. L'empathie commence par un effort conscient pour voir au-delà des apparences, pour écouter avant de juger. L'intervention de Jean-Marc Fournier, directeur de la police nationale, est le cœur battant de cette histoire. Sa présence calme mais puissante, son discours empreint de vérité et de vécu, m'ont marqué par leur authenticité. En France, où l'autorité est souvent perçue comme distante, Jean-Marc incarne un leadership humain, ancré dans l'expérience personnelle. Lorsqu'il partage ses propres souvenirs de discrimination, être suivi dans un magasin, être menacé lors d'un jogging, il ne parle pas seulement pour lui, mais pour des millions de personnes qui vivent ces injustices au quotidien. Cela m'a fait réfléchir à la responsabilité de ceux qui ont du pouvoir, qu'il s'agisse d'un titre, d'une voix ou d'une plateforme. Jean-Marc aurait pu rester silencieux, mais il a choisi de parler, et ce choix a transformé non seulement le procès, mais aussi la perception de ceux qui l'ont entendu. La leçon que j'en tire est ce que le silence, face à l'injustice, est une forme de complicité. Dans ma vie quotidienne, cela me pousse à m'exprimer, même lorsque c'est inconfortable, que ce soit pour défendre un collègue mal jugé ou pour questionner une pratique discriminatoire. L'histoire met également en lumière le rôle des personnages secondaires, comme Claire, la journaliste, et Sophie, la petite amie d'Antoine. Claire, avec son acharnement à chercher la vérité, représente l'importance du journalisme dans une société démocratique. En France, où la presse joue un rôle clé dans le débat public, son personnage rappelle que la vérité demande du courage et de la persévérance. Sophie, quant à elle, incarne l'amour et la solidarité, des valeurs profondément ancrées dans la culture française, où la famille et les liens personnels sont sacrés. Leur contribution montre que le changement ne vient pas seulement des figures d'autorité, mais aussi des individus ordinaires qui refusent de se taire. Cela m'inspire à agir à mon échelle, que ce soit en soutenant un ami dans une situation difficile ou en partageant une histoire qui mérite d'être entendue. Enfin, l'histoire de Paul, le jeune officier qui remet en question ses pratiques, m'a particulièrement touché. En France, où la police est souvent au centre de débats sur la confiance et la légitimité, son personnage offre un espoir de changement de l'intérieur. Il m'a rappelé que la transformation d'un système commence par des individus prêts à se remettre en question. Cette leçon s'applique à tous les domaines de la vie. Que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux ou dans nos institutions, le progrès naît de l'introspection et du courage de reconnaître ses erreurs. Dans ma vie quotidienne, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. D'abord, je m'engage à être plus attentif à mes propres préjugés, à écouter les histoires des autres avec humilité, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un voisin ou d'un inconnu. Ensuite, je veux cultiver le courage de parler lorsque je vois une injustice, même si ma voix tremble. Enfin, je m'efforcerai de soutenir ceux qui luttent pour la vérité, que ce soit en partageant leurs histoires, en participant à des discussions ou en soutenant des initiatives pour l'égalité. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale, ces actions, aussi petites soient-elles, sont des pas vers un avenir plus juste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou inspirer, agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton like pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier son message, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits aussi puissants. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, que vous a inspiré cette histoire. Ensemble, faisons entendre les voix qui comptent.